Alors, bon matin, comme on dit chez nous. Traduction de good morning. Bon matin, mais on n'aime pas ça. Alors, bonjour. J'espère qu'on est très heureux de vous avoir et aussi très heureux d'avoir pu mettre sur pied ce séminaire sur ce thème qui, selon moi, est un thème très important à l'heure actuelle. Moi, je fais partie au Québec d'un comité, ça s'appelle, il y a des chercheurs qui travaillent sur la participation sociale des personnes âgées, qui inclut toutes les dimensions. Et ils ont fait un petit comité stratégique où on est quatre, où on regarde les contenus des recherches, les objectifs, etc. Et ils ont visité plusieurs centres de personnes âgées et tout ça. Et donc, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup avec, évidemment, le vieillissement de la population, avec certains des thèmes qu'on va aborder, comme l'agisme, etc. Et surtout aussi, je crois qu'il y a des gens qui vont parler de ça, l'idée qu'on a chez nous, parce que chez nous, actuellement, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Cette idée que les gens puissent rester plus longtemps sur le marché du travail, évidemment, si on veut faire ça, il faut adapter les horaires de travail, il faut adapter les compétences. Et ça, moi, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie en éducation des adultes, formation des adultes. Et donc, il faut effectivement, si ce sont des gens qui sont dans des métiers, tout ça, qui n'ont peut-être pas lu beaucoup depuis un certain nombre d'années, puis on dit, bon, on va les reformer. Donc, évidemment, il faut adapter les formations à leurs besoins. Il faut intégrer des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. Donc, il y a plein de problèmes qu'on avait vu venir, mais qu'on avait plus ou moins bien traité. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est beaucoup... On fait des choses. On a des choses aussi, nous, comme les villes amies des aînés, plein de trucs comme ça. Mais souvent, moi, ce qui me frappe beaucoup, parce que dans ma vie, j'ai travaillé aussi au gouvernement canadien, comme sous-ministre de la Santé et tout ça, c'est qu'on fait des politiques publiques sur un certain nombre de choses, mais les mises en œuvre sont très mal évaluées, sont déficientes. Et moi, j'aime bien ce séminaire parce que c'est toujours un côté pratique aussi. Les gens ont souvent des formations en sciences, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Ils nous parlent des projets et des difficultés qu'ils rencontrent. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est un aspect qu'on a toujours voulu avoir à ce séminaire, d'être pragmatique. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Mylène Deschênes, qui m'accompagne, et moi, à la fin, en principe, on va essayer de faire une petite conclusion qui va dégager les grands axes qui auront été abordés. Alors voilà, bienvenue et on a hâte de vous entendre. Professeur Hervé. Alors, bienvenue. Bienvenue à tous. Il faut savoir donc que ces journées de l'IREP sont organisées par le Fonds de recherche du Québec et par l'Académie internationale médecine et politique publique, éthique, médecine et politique publique, et que, de manière étonnante, le programme que vous avez là était difficile en définitive à construire. Pourquoi ? Parce que vous avez là l'exemple même de la multidisciplinarité. Et la plupart des interlocuteurs, qu'ils soient gériatres, sociologues ou autres, à moins de raconter ce qu'ils racontent partout ailleurs, ont été obligés de s'appliquer vis-à-vis d'un terrain. Et ceci était à la suite de l'année dernière où nous avions travaillé sur les données de santé et en particulier sur le big data, où nous avions discuté de cela de manière presque théorique. Et le fait de vouloir l'appliquer à une population particulière est justement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire comment on passe d'une loi générale, de décision généraliste, en fait, à une véritable politique publique qui, dans ce cas-là, soit en rapport, continue à incarner, en quelque sorte, les valeurs qui ont été la volonté du législateur ou de l'exécutif. Voilà. Donc, tout ça pour bien montrer, et je suis très heureux, je tiens à nous tenons ensemble, puisque nous sommes co-responsables tous les deux,
de remercier les intervenants. Et le premier d'entre eux, qui vient d'arriver justement, qui est le professeur Jean-Paul Aquino, Jean-Pierre Aquino, comment dire, justement, a dû tordre en quelque sorte un tout petit peu au début, que lorsque je lui avais demandé d'intervenir, il n'avait pas réagi, alors qu'il est, on peut dire, la personne importante de la Société française et francophone de gériatrie et de gérontologie, puisqu'il l'anime. Et lui-même me disait, le titre m'a pas trop inspiré tel que c'était là, et il a fallu que nous discutions, et c'est là où on a vu que faire une réflexion sur le vieillissement était beaucoup plus adapté, et c'est ce que nous lui avons demandé. En tout cas, je tiens à le remercier d'avoir accepté, et surtout qu'il excuse mon insistance à ce qu'il vienne nous enseigner. Merci Madame, merci Christian de cette invitation. Je n'ai aucune prétention pour dire que je pourrais me présenter comme historien de la gérontologie, même si actuellement la Société française de gériatrie et de gérontologie s'est engagée sur une histoire de la gériatrie et de la gérontologie que je suis censé animer. Donc, historien, je retire ce terme pour utiliser celui de témoin, d'observateur, alors peut-être avisé, puisque depuis les années 70, j'observe, je remarque, je note les évolutions de la discipline. Et aujourd'hui, nous allons nous engager sur une réflexion de la discipline dans son versant éthique. Il est vrai qu'avant 2004, date de la reconnaissance de la spécialité de la gériatrie comme toute autre spécialité, les chefs de file, les professeurs, qu'ils soient issus de la médecine ou des sciences humaines et sciences sociales, n'ont pas manqué, bien évidemment, de contribuer à la réflexion et au développement de la discipline. Je commencerai par cette citation. « La vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se tournant vers le passé. » Cette phrase de Kierkegaard peut parfaitement s'appliquer à l'éthique dans notre discipline gérontologique si l'on veut comprendre les évolutions du questionnement de cette discipline. Et je distinguerai plusieurs phases. La première, coïncidant au début de ma période d'observation, années 70-80, où régnait le caractère inéluctable du vieillissement et de ses conséquences, des courbes de performance qui allaient en décroissant, un déclin annoncé, bref, un climat particulièrement délétère. L'explication était simple. Les scientifiques de l'époque, observant les fonctions des personnes qui avançaient en âge, observaient des personnes indemnes de toute pathologie, mais y associaient des personnes qui présentaient des pathologies. Il y avait donc un amalgame qui aboutissait à une chute parfois importante de ces performances, expliquant donc le contexte que je viens d'évoquer. Donc nous avions, à cette période, du fait de l'amalgame, une vision très altérée de la réalité. Puis nous sommes entrés dans une période où finalement trois thématiques ressortissaient. La vieillesse, la dépendance et la mort. Et pendant de nombreux mois, de nombreuses années, toutes les réflexions portaient sur ces thématiques. Et en 1986, Henri Péquignot, professeur de médecine interne à Cochin, intéressé par le développement de la gériatrie, publie un ouvrage intitulé « Vieillesse de demain, vieillir et être vieux », avec une préface de Georges Canguilhem. J'ai retrouvé cette préface et j'en extrais ces quelques mots. « Vieillir et être vieux sont identiques aussi longtemps que vieillir est compris, sous l'autorité du grammairien, comme un verbe autrefois dit neutre, aujourd'hui dit intransitif. Dans ce cas, il n'y a pas de différence entre la vieillesse des hommes et la vétusté des choses, mais voici que sous l'autorité du médecin, donc le professeur Péquignot qui le préfaçait, nous sommes invités et aidés, envers et contre la grammaire, à faire de vieillir un verbe actif. »
Commence une période alors pendant laquelle les spécialistes du vieillissement vont différencier ce qui relève du vieillissement physiologique, qualifié de normal, et de ce qui relève du vieillissement pathologique, pas seulement lié à des maladies, mais lié aussi à un contexte psychosocial qui peut être aussi déterminant et aussi négatif qu'une maladie elle-même. Dans le même temps, émerge, vers les années 90, la maladie d'Alzheimer, qui était bien évidemment connue depuis 1907, date de description de son auteur, mais qui vient occuper le premier plan avec son cortège de questionnements. C'est l'espoir d'un traitement médicamenteux qui vient bouleverser les pratiques. Colloques, réunions, séminaires, congrès se succèdent. Ils traitent des personnes malades, mais aussi des aidants. Et c'est indiscutablement à cette période, au moment où est commercialisé le premier traitement présumé comme tel de la maladie d'Alzheimer, que les aidants occupent la première place au niveau de cette situation. En 2000, Jean-François Girard, conseiller d'État, rédige un rapport sur la maladie d'Alzheimer avec cette phrase qui a fait mouche et qui lui a été reprochée parce qu'incomprise: il faut médicaliser le diagnostic et démédicaliser la prise en charge. On voit déjà que de la maladie, il faut aussi s'inspirer du contexte dans lequel cette maladie va évoluer, surtout si on est dans une phase de chronicité annoncée. Le mérite de ce rapport, c'est qu'il a annoncé, ou il a été le point de départ de 3 plans Alzheimer successifs, suivis d'un plan maladie neurodégénérative qui se termine prochainement. Et là, sur le plan éthique, plusieurs questions lancinantes se posent et ont été posées. Sécurité et liberté, très beau sujet de philosophie pour l'examen. Liberté d'aller et venir, consentement de la personne, la place de la personne au sein des dispositifs, la parole des personnes malades, la difficulté des aidants. Toutes ces questions demeurent d'actualité, d'autant que les traitements médicamenteux sont un échec. 2 sources de progrès conjointes: le développement de la prévention en gérontologie et le développement des nouvelles technologies. Depuis 2003, la prévention émerge dans le développement de cette discipline au sein de la gérontologie et surtout au sein des politiques publiques. Se sont succédés le plan national Bien vieillir, la loi d'adaptation de la société au vieillissement avec le programme national d'action de la prévention de la perte d'autonomie, la commission de Dominique Libault qui consacre l'un des 10 thèmes à la prévention notamment de la perte d'autonomie, puisque nous savons qu'il existe des pertes d'autonomie évitables. Mais surgissent de nouvelles interrogations. La médecine prédictive, la possibilité dont dispose la médecine de prévoir ou d'anticiper la survenue de certaines maladies, c'est toute la place de la génétique. L'épigénétique, c'est-à-dire la modification de l'expression de nos gènes par un environnement adapté, avec des comportements vertueux vers lesquels on pourrait s'orienter, portant sur l'alimentation, l'exercice physique, le lien social. Mais cette épigénétique et la recherche d'adapter pour soi des comportements vertueux pose la question de la littératie en santé, c'est-à-dire de l'utilisation que nous faisons des conseils qui nous sont donnés par les professionnels ou par les grandes études scientifiques. Or, nous savons que le niveau de littératie en santé, par différentes enquêtes, est assez modeste dans la population française, comme dans bon d'autres pays. L'autre question posée est celle du comportement individuel. Pourquoi s'impliquer dans une démarche préventive? Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que nous nous sentons autogestionnaires de notre santé, ou bien est-ce que nous partons du principe que de toute manière la responsabilité, c'est celle de l'État, de la collectivité, de l'entreprise avec le stress dans l'entreprise, ou les industriels avec la pollution qui est largement nocive? Donc les comportements de nos concitoyens sont extrêmement variés, ce qui fait dire que finalement l'idéal serait de pouvoir s'engager dans une prévention sans effort qui se fasse malgré nos habitudes et malgré notre comportement. Autre question posée dans cette évolution,
à la fois de la réflexion, mais aussi des progrès des sciences, la question du transhumanisme, avec ce livre de Laurent Alexandre, La mort de la mort. Les progrès des technosciences sont soit enthousiasmantes, soit effrayantes. À noter enfin que dans un certain nombre d'organisations, le mot vieillissement a laissé sa place à celui de longévité. Et le plus bel exemple que l'on puisse avoir est la création, il y a maintenant 1 an, de l'Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement. C'est bien la problématique de la longévité qui se pose à nous. Alors au milieu de ces différentes tendances, de ces différents courants, apparaissent le développement de nouvelles technologies. En médecine, elles ne manquent pas. Les progrès techniques, mais aussi la télémédecine, la téléexpertise, de nouvelles technologies en domotique, en robotique, en informatique. Et toutes ces technologies nouvelles ont une double application. Premièrement, dans une démarche préventive, en plus de tout ce qui a été dit précédemment, mais aussi dans une démarche de compensation lorsqu'une incapacité est survenue. Et bien évidemment, le champ d'application touche aussi bien des personnes âgées en perte d'autonomie que des personnes en situation de handicap. Tous ces progrès bénéficient de l'intelligence artificielle, et je ne m'aventurerai pas sur ce sujet qui a déjà été traité, mais simplement 2 informations qui posent question. À partir des tests neuropsychométriques que l'on pourrait passer à l'âge de 65 ans, eh bien, il serait possible, grâce à l'intelligence artificielle, de discriminer ceux et celles qui sont porteurs de la maladie d'Alzheimer. De même, à partir d'un certain nombre d'items, l'intelligence artificielle serait à même de définir l'heure de notre mort. Autant d'interrogations, de questionnements dont la violence est probablement la caractéristique première. Dans cet ensemble, nous voyons émerger une nouvelle pratique concernant la recherche qui sont représentés par les Living Labs, les laboratoires du vivant. L'intérêt de ces laboratoires du vivant, c'est de définir des protocoles co-construits, c'est-à-dire que l'usager a son mot à dire avec le chercheur pour établir le protocole qui va servir à l'évaluation de telle ou telle stratégie. Donc c'est une piste qui est tout à fait intéressante, et dans le domaine de la gérontologie, ou plus exactement dans le domaine de la santé, un peu plus large que la gérontologie, le Forum des Living Labs en France, porté par le ministère de l'économie, est tout à fait intéressant avec la 30aine de Living Labs qui l'animent. Alors bien sûr, ces progrès vont poser des questions ô combien importantes sur la fracture numérique, sur la technopénie, sujet largement promu par Robert Moulias, mais aussi des questions éthiques concernant la place des usagers et leur consentement. Alors, quelques situations vont nous interpeller au quotidien. J'en ai repéré 5. La première concernant l'hôpital. Étant médecin de formation, il est sûr que je suis plus directement concerné. Ne raisonne-t-on pas encore actuellement de la manière suivante ? Que faire du patient âgé qui est aux urgences plutôt que de faire au patient âgé qui est aux urgences? C'est un peu violent, mais ça traduit dans un certain nombre de cas une réalité. Deuxième exemple concernant l'hôpital, la dépendance induite par l'hospitalisation, qualifiée de dépendance iatrogène, indépendamment des médicaments. Les personnes âgées de 70 ans et plus vont représenter 5,4 millions de séjours par an. Et la dépendance iatrogène, c'est-à-dire la perte d'autonomie liée à l'hospitalisation, indépendamment du diagnostic. Bien sûr, si on fait un accident vasculaire cérébral, on va quitter l'hôpital en situation de dépendance. Ce n'est pas à cela que je pense. Je pense à une personne de 75 ans qui était relativement autonome avant sa pneumopathie, mais pendant l'hospitalisation, elle est guérie de sa pneumopathie, mais elle sort dépendante. Elle ne sait plus marcher seule, elle ne sait plus préparer ses repas seule. Cette dépendance iatrogène concerne 10% des personnes de 70 ans et plus hospitalisées. C'est une caractéristique qui mérite d'être évitée, et la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations dans ce sens.
Deuxième exemple, ou groupe d'exemples, les EHPAD, les EHPAD. Nous assistons actuellement à un EHPAD bashing parfaitement organisé. Le point d'orgue est sûrement celui de cette aide-soignante qui, au bout de 4 mois dans un EHPAD, a commis un ouvrage disant la honte de la France. Donc effectivement, on peut faire des publications, mais quand on publie, il faut savoir de quoi l'on parle. Indiscutablement, c'est insuffisant le fonctionnement des EHPAD. Indiscutablement, des questions se posent, mais notons malgré tout, en regardant derrière nous, qu'un certain nombre de mesures de nature publique ont été prises dans l'organisation, dans la formation des directeurs, dans la formation des personnels, que les tutelles contrôlent, vérifient. Certes, c'est insuffisant, mais arrêtons cet EHPAD bashing. Troisième exemple de situation qui interpelle, la place des usagers dans les dispositifs. Les usagers doivent être au cœur des dispositifs. Dans votre expérience, est-ce qu'ils sont tous vraiment au cœur des dispositifs? Alors, bien évidemment, l'administration, le législateur a pris des dispositions sous le vocable de démocratie sanitaire. Il existe dans le médico-social des CVS, dans les hôpitaux des comités des usagers. Mais est-ce que tout cela est vraiment respecté? Quatrième exemple, la maltraitance. 5% des plus de 65 ans, 15% des plus de 75 ans. Elle est malheureusement parfois physique, psychologique, financière, mais elle est aussi sociale par l'exclusion que la société peut décider ou, sans la décider, se comporter comme telle vis-à-vis des plus âgés. Et j'en viens à mon cinquième exemple, qui est celui de l'agisme avec la discrimination liée à l'âge. Dans un manifeste que la Société française de gériatrie et de gérontologie a publié le 10 décembre 2018, avec la contribution de Christian Hervé, de Robert Moulias, d'Alain Franco, et j'en oublie, la SFGG insiste sur son expression à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans ce manifeste figurent quelques exemples d'agisme. L'agisme misérabiliste, toute personne âgée est faible, vulnérable, incapable de réflexion. L'agisme médiatique, repris par la presse, par les journalistes, lorsqu'on met le doigt sur telle ou telle personne de 80 ans qui a eu tel ou tel problème. L'agisme bienveillant, toute personne âgée est déficitaire, vulnérable, faible, donc à protéger, quitte à la priver de liberté. Et enfin, l'agisme officiel, avec des barrières d'âge administratives. Je vais vous raconter une expérience personnelle. J'ai été approché pour être personne qualifiée d'une des grandes caisses nationales, je ne dirai pas laquelle, et donc le ministère m'a demandé de remplir un questionnaire. Lorsque je suis arrivé à la date de naissance, warning, du rouge partout, impossible, trop vieux. Donc je me retourne vers les personnes compétentes du ministère qui me répondent, mais il suffit de mettre une fausse date de naissance. Certes, excellent. Mais en bas, il y a marqué certifié sur l'honneur. Ben oui, mais alors à ce moment-là, vous corrigez et vous mettez votre vraie date au moment de la certification sur l'honneur. Donc, l'agisme officiel avec des barrières d'âge qui sont indiscutablement écrites, d'où la nécessité, me semble-t-il, de développer, alors il existe déjà, mais de lui donner un sens nouveau, de l'Observatoire de l'agisme. En tout cas, c'est une des propositions qui figure dans le rapport Dominique Libault. Quelle réponse faut-il apporter après ce tour d'horizon, sûrement incomplet, mais essayons de discerner quelques pistes qui pourraient être constructives. Premièrement, force est de constater que dans notre pays, on oppose la recherche biomédicale et la recherche en sciences humaines et en sciences sociales. Il serait, me semble-t-il, souhaitable de créer une nouvelle alliance entre la recherche biomédicale, la recherche en sciences humaines et en sciences sociales, et d'y associer l'innovation technologique. C'est probablement à partir de ces trois groupes d'acteurs que nous pourrions faire bouger les lignes. Deuxième piste, la nécessité de valoriser et de diffuser la bientraitance.
Troisième impératif, la société inclusive. La société inclusive est promue par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. La société inclusive dans le domaine de la maladie d'Alzheimer est une des remarques fortes du livre plaidoyer publié par la Fondation Médéric Alzheimer. Lorsque Dominique Libaud prend la parole pour expliquer l'avancée de ses travaux, il place en premier deux pistes qu'il juge essentielles, les métiers au contact des personnes âgées et la société inclusive. En France se développe bon nombre d'expériences sur l'habitat inclusif, des petits logements regroupés avec une vie sociale et une inclusion sociale plus marquée. Est paru dans Le Monde le 16 mars un article co-signé par Bernard Kouchner et Monique Pelletier, tous les deux anciens ministres, article intitulé « Il est temps de réintégrer les vieux dans la cité, au cœur de notre vie commune ». C'est bien là, me semble-t-il, le message le plus important que je souhaiterais faire passer après ces pérégrinations à la fois historiques, éthiques et de réflexion personnelle. Donc je pense que dans ce domaine, nous avons encore beaucoup à faire. J'ai l'intime conviction que ce séminaire va y contribuer. Il nous faut indiscutablement volonté et déterminisme. J'en suis d'autant plus convaincu que je partage, et ce sera ma dernière phrase, cette citation de Romain Rolland, qui fut un de nos prix Nobel de littérature, « La fatalité est l'excuse des âmes sans volonté ». Je vous remercie. Comme quoi, Jean-Pierre, c'était utile et important que tu acceptes. Bien. Y a-t-il éventuellement des questions sur cette première intervention? Nous sommes en séminaire, nous sommes volontairement peu nombreux. Vous levez, vous parlez très haut et fort. Oui, alors non, c'est juste pour savoir le nom, je n'ai pas noté, de la citation « La fatalité est l'excuse des âmes ». La fatalité est l'excuse des âmes sans volonté. Oui, mais depuis... Romain Rolland. Romain Rolland. Madame Guillemard, peut-être venez, peut-être qu'on vous écoute, là. Allez, allez. Déplacez-vous quand même. À moins que vous vouliez que je me déplace. Non. Et qu'on vous voit à la radio ou à la télé. Bon, donc merci beaucoup pour cette présentation très stimulante. Je voulais intervenir juste sur la longévité, en disant, vous dites c'est maintenant la préoccupation majeure. Je voulais simplement pondérer ça. Simplement, je pense que c'est important, et comme j'ai écrit un livre sur ce sujet, je reprends la parole là-dessus, c'est important effectivement, jusqu'à présent, le vieillissement était considéré comme une calamité. C'était tragique, encore plus de dépendants, encore plus de retraites à payer, etc. Et donc, l'émergence de la longévité comme problématique est importante parce que, effectivement, d'une part, c'est la longévité qui détermine le vieillissement des populations que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faut avoir en tête la chaîne de corrélation. Et puis, la longévité nous permet de sortir de cette vision négative du vieillissement pour dire mais il y a des opportunités à saisir. Et donc, ça réoriente les politiques publiques. Ça me semble... donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'on réintègre la longévité comme une évolution majeure de la population dont nous n'avons pas pris la mesure parce qu'elle est masquée par le vieillissement comme préoccupation publique majeure et qui recèle des opportunités nombreuses dont les politiques publiques ne se sont pas jusqu'à aujourd'hui, en tout cas en France, emparées. Donc merci pour cette
se rappelle que la longévité est devenue un thème majeur de réflexion. Et il y a encore très peu de recherches, vraiment. On est, vous l'avez bien décrit, dans le passionnel. Alors c'est soit le rêve faustien incarné par le transhumanisme, soit la vision sombre d'une société de vieux qui perd du dynamisme, etc. Donc, merci beaucoup. Je me permets de rebondir à ceci, peut-être pour poser la question, est-ce qu'on n'est pas sur ce qu'on appelle une nouvelle échelle de pensée qui justement demande à ce que les sciences humaines, les recherches en sciences humaines dont on parlait là, et tous nos collègues qui sont ici, comme Anne-Marie Guillemard, qui est elle-même sociologue, comme Stanis Pérez et historien, comme notre collègue Charlier est anthropologue, etc. Comment, en définitive, ces sciences humaines se doivent de s'appliquer sur ces domaines qui sont les domaines de pratique sociale, que la médecine soit considérée comme une pratique sociale, comme les autres, et donc qu'elle bénéficie de ces recherches de sciences humaines, et avec en plus l'apport des technologies. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Laurence de Villers, justement, de venir, comme l'année dernière, nous l'avions fait venir, sur justement les big data et leur application sur les robots, avec des robots pour les personnes âgées. Donc tous ces éléments-là montrent bien que nous avons un autre système de pensée, déjà à l'université, à compléter, c'est-à-dire que les mentalités des différentes disciplines acceptent que les unes et les autres travaillent ensemble. Je pense que nous aurions intérêt, à travers la Société française de gérontologie, de gériatrie peut-être, de sensibiliser nos collègues justement dans ces rapprochements, parce qu'ils ne se feront pas tout seuls. Qu'en penses-tu ? La question que tu poses est fondamentale. Je crois qu'il faut qu'il y ait une synergie nouvelle entre les trois composantes que j'ai indiquées, c'est-à-dire les sciences biomédicales, les sciences humaines et sciences sociales et tout ce qui est univers des technologies. Mais il y a quand même quelques difficultés. La première difficulté, me semble-t-il, et ce que je vais dire ne va peut-être pas faire plaisir, mais je crains que les avancées des sciences humaines demeure encore trop marquée par l'emprise du biomédical. Je le dis alors que je suis médecin, mais c'est un sentiment que je ressens, alors que les sciences humaines et les sciences sociales ont bien évidemment leur méthodologie, leurs approches spécifiques, scientifiques, mais il y a, me semble-t-il, un décalage qu'il conviendrait de gommer. Le deuxième point, la nécessité d'une politique d'ouverture. Le nouveau président de la Société française de gériatrie et gérontologie, le professeur Olivier Guérin de Nice, bien que médecin, ouvre très largement la société aux sciences humaines et aux sciences sociales, et en fait un axe prioritaire dans sa démarche. Il était intéressant de noter d'ailleurs qu'un certain nombre de caciques étaient dubitatifs à cette idée en disant mais vous allez édulcorer la gériatrie en tant que médecine de la personne âgée. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire pour avancer dans ce domaine, et j'ai l'intime conviction que cette volonté exprimée par notre président devrait porter ses fruits parce que nous sommes nombreux à en être convaincus. Une dernière question. Michel. Moi, je voudrais vous remercier d'avoir débuté par un historique. Souvent, on oublie que tous les concepts qu'on voit évoluent, hein? Les perceptions évoluent. On m'avait demandé, je ne sais pas, vers 2004-2005, de faire quelques heures, 4 heures, dans le cadre d'un cours qui s'appelait « Vieillissement, santé et société », parce que j'ai une formation en histoire, de dire est-ce que tu pourrais donner un cours sur l'histoire du vieillissement? Mais il n'y avait rien. Il y avait La vieillesse de Simone de Beauvoir. Le livre, et puis il y avait un autre bouquin dont je ne me souviens pas le titre, mais il n'y avait presque rien d'écrit sur l'histoire du vieillissement.
Alors, moi, j'ai demandé que les étudiants et étudiantes apportent des photos de leur famille, de leurs arrière-grands-parents et tout ça. Et on avait débuté comme ça. Et les gens s'étaient intéressés à découvrir les changements dans la perception, les changements dans l'habillement, dans les lunettes, dans les dents, ce que vous voulez, et de voir l'image, que l'image évolue. Hein, et je pense que c'est de ça un peu que vous parlez. Quand vous dites, j'aime bien votre phrase, réintégrer les vieux dans la cité. Je trouve que c'est ce qu'on fait actuellement. On veut faire des maisons magnifiques pour qu'ils vivent là, qu'on ne les voit pas presque. Donc, je pense que toute cette réflexion a une dimension historique très importante. Bien, mais je pense que nous allons passer, si vous le voulez bien, au second